sur un épisode de la série À voir. Et oui, encore un. Le film d'aujourd'hui s'appelle Le Grand Bleu. C'est un film réalisé par Luc Besson. Il est sorti le 11 mai 1988 au cinéma et je l'ai vu à l'époque en VHS et en version longue. Et oui, pour les plus jeunes d'entre vous, la VHS c'était ces bonnes vieilles cassettes qu'on mettait dans des magnétoscopes. Bref. Le Grand Bleu. Un film mythique. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'est un film qui a été un phénomène social à l'époque. Beaucoup de gens se sont intéressés à la plongée après ce film. C'est un film qui a en quelque sorte démocratisé la pratique de l'apnée no limite, c'est-à-dire la plongée à propulsion libre, où il faut juste, entre guillemets, un câble de mesure pour pouvoir mesurer sa performance. C'est le film qui a fait connaître aussi Luc Besson au grand public, ainsi que son compositeur Eric Serra, avec notamment un César de la meilleure musique pour Eric Serra. Alors voilà, c'est un film qui va bientôt avoir 20 ans. Il avait réussi à redonner le goût du cinéma, entre guillemets, plus sensoriel à un très large public. Il avait quand même fait 9 millions d'entrées, ce qui à l'époque était monstrueux. C'est dire le cinéma a beaucoup changé entre-temps. Parce qu'il avait été très audacieux dans son rapport à l'image et au son. Donc il y a 20 ans. Et alors, comment ça passe aujourd'hui? Comment ça passe? Donc, le pitch d'abord. En Italie, sur les bords de la mer, un village de pêcheurs, un soleil de plomb, Jacques assiste à la mort impuissant de son père, noyé dans son scaphandre sous l'eau, sous les yeux de son ami Enzo. Des années plus tard, Johanna, une New-Yorkaise pur jus, chargée d'assurance qui se retrouve dans les hauteurs de l'Amérique du Sud, pas emballée et relativement hostile à ce voyage. Faut s'imaginer une Californienne dans l'Himalaya, pour vous donner une échelle d'idée. Elle croise un étrange personnage en combinaison de plongée par -40 qui va plonger sous la glace. On lui dit que ses battements ralentissent largement au-dessus de la normale humaine. C'est ce qui lui permet de nager en apnée si longtemps. C'est Jacques. Pour elle, c'est le coup de foudre. Et bientôt, pour lui aussi. Ils se rencontrent, se perdent de vue. Elle finit par le retrouver enfin pour le championnat du monde d'apnée, où Jacques est invité par son meilleur ami d'enfance et rival de plongée, le fantasque Enzo, qui avait assisté à la mort de son père. Le Grand Bleu, c'est un film dont j'avais un bon souvenir, et je me demandais, puisque la mode consiste à bâcher Besson, comment j'allais voir ce film, et notamment un de ses premiers films, puisqu'il a quand même la bonne réputation d'avoir fait des bons premiers films, puis petit à petit il s'est fait de plus en plus défoncer de film en film, par la critique et par les gens sur internet. Et la première chose qui m'a frappé là en le revoyant, c'est la maturité de l'écriture. Je dis ça parce que le dernier film de Besson que j'avais pu voir, c'était Lucie, et c'était très très naïf, Alors, pas sur la narration en soi, quoique, c'était plutôt efficace, mais bon, je dis quoique parce que le présupposé déjà de base, le fameux les 10% du cerveau, c'est assez utilisé dans un paquet de films. Et en plus, l'accident de drogue qui provoque des pouvoirs, c'est pas très original, Alors bon, c'est traité de manière efficace, mais c'est vraiment pas très original. Mais au-delà de ça, le personnage principal, c'est-à-dire Lucie, était très inconsistant. C'est un archétype de paumé au destin extraordinaire. Il n'y a rien qui émerge de ce personnage, Je veux dire, tu prends l'histoire, tu la changes en black blonde, c'est ça, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien. Il se passe que dalle. De plus, il y a une sorte de creux dans ce personnage, et dans le mauvais sens du terme. Ça peut arriver d'avoir des personnages en creux en rôle de titre, mais là en l'occurrence ça dessert énormément le film, puisqu'on a l'impression de suivre quelqu'un, une sorte de véhicule qui sur le véhicule de tout le monde. On croirait un peu l'archétype du livre Le héros aux mille et un visages, avec toujours les mêmes choses. Je caricature parce que ça correspond pas à ces archétypes-là, mais on est vraiment dans quelque chose de très très proche. C'est du creux, mais il n'y a rien. C'est juste une figure désincarnée. On prend Scarlett Johansson pour que personne ne soit paumé, et basta. Donc c'est assez décevant, c'est assez faible, honnêtement. Et dans Le Grand Bleu, par contre, c'est globalement très bien écrit. En remontant les personnages un petit peu je caricature par importance, je commencerai par Enzo,
qui est donc l'ami de jeunesse et le rival de Jacques. C'est l'Italien macho, orgueilleux, qui est inféodé à sa mère. Donc une caricature assez grossière de prime abord de l'Italien. Hein. Mais déjà, pour nuancer ça, Jean Reno le joue très bien. Alors je sais que ça peut paraître surprenant aux gens qui découvrent Jean Reno depuis 10 ans. Mais non, dans ce film-là, il est vraiment très bon, il est enthousiaste, il est généreux dans le rôle, il est impliqué, et il impose un charisme que l'on ressent une sorte de charisme de façade, et on le ressent dès le début du film. Et ce qui est cool, c'est que c'est exactement ce qu'est le personnage. Un mec qui joue à être ce qu'on attend de lui, quoi. C'est un beau mec sûr de lui devant les femmes, c'est un champion imbattable devant son petit frère, c'est un bon fils bien sain devant sa mère, c'est un rival compétitif pour Jacques. Quoique, il a un rapport de Jacques qui va un peu plus loin que ça, heureusement. Mais au final, Enzo se sent et est incompris comme Jacques, dans sa passion, dans son obsession pour l'océan. Il porte un masque tout le temps, en fait. Peut-être de manière plus habile que Jacques, hein. Quoique, puisque au final, la seule compagne qu'on voit d'Enzo dans le film, elle révèle qu'il n'est pas vraiment là dans la relation, il n'est pas vraiment présent avec elle non plus. Il porte toujours ce masque de champion ou autre. C'est assez creux en quelque sorte, et bien sûr elle le sent, comme toutes les personnes proches de ce genre de personnage. Et c'est impressionnant de voir Jean Reno interpréter le fond de mélancolie d'Enzo, alors que c'est un personnage exubérant la plupart du temps. C'est vraiment balèze, c'est une très très belle performance de Jean Reno. Et notamment c'est possible de ressentir ça grâce à de très belles séquences. Notamment celle, il y a une grande séquence au bord de la piscine, il y a une sorte de fête brunch qui est organisée pour le championnat du monde d'apnée. Et j'aime bien le passage notamment où il explique à Jacques la question de l'amour. Il explique que sa famille, ils s'engueulent, ils se font la tronche, c'est terrible, tout le monde se menace et ainsi de suite. Et pendant la journée, et puis le soir, ils s'adorent tous, ils peuvent pas s'empêcher d'être tous ensemble, quoi. En gros, grosso modo, il lui donne le côté anarchique, tempétueux de l'amour. Et je trouve que c'est simple, c'est pas très long, mais il explique bien, il est là derrière au piano, il y a un côté un petit peu cliché, mais qui passe bien parce que ça correspond au personnage, d'avoir ce talent de crooner un peu absurde, et pas tout à fait extraordinaire, puisque ce qu'il joue au piano, rien de fabuleux, mais il est doué, quoi. C'est-à-dire il arrive à jouer tout en parlant. Ou encore dans la même séquence, il explique à Johanna la possibilité d'aimer un mec comme Jacques. Alors évidemment ils sont tous sous, donc c'est peut-être le seul moment où ils peuvent se dire les choses, hein, parce que Enzo et Jacques sont des personnes mystérieuses, mais aussi taciturnes en quelque sorte. Et j'aime bien aussi la manière dont il présente les choses à Johanna en disant que Jacques vient d'ailleurs, et Johanna lui demande lui comment il vient, et lui il dit d'où il vient lui, Enzo, et puis il répond Italia. C'est des petites choses comme ça qui ont vieilli, mais quand il répond Italia, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de... C'est un masque, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que peut-être que c'est la limite de jeu de Jean Reno qui collait parfaitement à ce personnage-là. Et c'est peut-être ça un bon casting aussi. Mais honnêtement, ça fonctionne admirablement. Encore maintenant, je trouve ça très bien vieilli, ça. Et ça leur donne beaucoup de consistance avec des dialogues que je trouve très courts. Et finalement, qui dynamisent plutôt bien le film. Elle n'a pas la sensation que c'est rajouté pour qu'on comprenne le personnage, machin truc. Des lourdeurs peut-être qu'on aurait pu avoir dans des films de cette époque. Non, vraiment pas du tout. On a ensuite le personnage de Johanna qui est interprété par Rosanna Arquette. Et c'est juste une vraie romantique qui connaît son premier coup de foudre. Qui d'abord quitte tout pour ce coup de foudre, sans même en discuter avec le coup de foudre d'ailleurs, avec Jacques, et qui ensuite revient petit à petit à la normalité, quoi. Comment ils vont vivre, de quoi, avec quel projet. Et puis ensuite, elle le voit s'échapper de tous ses projets à elle, en quelque sorte, pour s'obstiner dans sa passion, sans jamais qu'il veuille s'expliquer ou réellement partager avec elle, quoi, ou partager sa passion avec elle. Et c'est bien écrit parce que c'est très vraisemblable, ça. Johanna vit simplement un coup de foudre et ses conséquences. Mais du coup, Jacques, il est un peu hors de ça. Je disais dans le pitch qu'il a un coup de foudre, oui, d'une certaine manière. Mais Enzo résume bien en disant vraiment, il est d'ailleurs. Et justement, Rosanna Arquette est très bien dans ce rôle. Elle a vraiment l'exubérance, l'excessivité de la jeune femme tombée amoureuse
comblée puis refroidie. Elle a une scène où elle rigole, elle est bourrée, elle rigole, elle a un rire qui est juste pas possible, quoi. Je trouve que ça correspond bien au personnage aussi. Et tant et si bien qu'elle sort du film avec une dignité que je trouve très belle, puisqu'elle passe par ces fameux stades que je disais avant, elle tombe amoureuse, elle est comblée, puis elle est refroidie. Elle a une sorte de dignité à la fin en acceptant ce qu'est totalement, vraiment pleinement Jacques, même si elle ne le comprend pas et qu'elle trouve ça absurde. Elle est le personnage qui sort grandi, je trouve, de l'histoire. D'ailleurs, peut-être que c'est peut-être une des premières héroïnes bessoniennes, hein. C'est-à-dire qu'elles sont déçues par les hommes, blessées, et finalement, peut-être qu'elles sont meilleures qu'eux, quoi. Enfin, je mets de gros guillemets à ce que je dis, parce que j'ai pas revu de 7 films de Luc Besson, mais quand je pense à Nikita, quand je pense à Jeanne d'Arc aussi, bon voilà, Jeanne d'Arc déjà c'est déjà une limite, parce qu'elle est en quelque sorte folle. Mais je trouve que ça correspond un peu aux héroïnes bessoniennes, a priori. Mais bon, je dis ça, j'ai vraiment pas vu j'ai pas vu Adèle Blanc-Sec, j'ai pas vu non plus Valériane, non, bref. C'est juste une supposition, enchaînant, avant que je dise n'importe quoi. Et puis enfin, y a Jacques, qui est un homme dans une bulle sensorielle, quoi, un monde de mer et de dauphins, quoi. Il est quasiment constamment en décalage avec tout et tous, sauf l'océan, évidemment. Le personnage est bien écrit pour que l'on comprenne qu'il est obsédé par la mer, parce qu'il s'évade souvent des rapports qu'il a avec les gens, quoi. D'une manière ou d'une autre, il sort du champ, il plonge, il va dans l'eau, il écoute pas. Enfin, il y a un truc comme ça qui est plutôt bien réussi dans l'écriture. Et évidemment, c'est là où c'est le plus spectaculaire dans le film, c'est ces techniques d'évasion, en quelque sorte. C'est face à Johanna, dont il évite les questions, mais surtout les attentes, et avec très peu de considération, quoi. Alors, ok, elle a peut-être eu tort de s'attacher à lui, alors qu'il est visiblement absent, mais lui aussi, il cherche la présence de Johanna pendant un moment du film, en la présentant à son oncle, par exemple. Donc, dans le meilleur des cas, il lui envoie un message contradictoire, puisqu'il lui présente sa seule amie vivante. Et au pire, et je pense que c'est ce qui se passe dans le film, il la voit probablement pas. Il ne la voit pas. En fait, il est plus qu'obsédé. Il veut pas quitter la sensation qu'est la mer. Peut-être que depuis la mort de son père, il y voit quelque chose d'absolu. En tout cas, le film est monté sur cet élément déterminant de l'enfance de Jacques, et donc d'Enzo, hein, puisque Jacques a toujours un rapport plus absolu à la mer que Enzo, puisque Enzo a pu le voir. Il a perdu son père dans la mer, donc peut-être qu'Enzo nourrit quelque part là quelque chose de l'ordre de la jalousie, fascination, puisque Jacques aura toujours un degré de plus de relation à la mer que lui, en ayant perdu son père comme ça. Moi, je ferme la parenthèse. La mise en scène du film joue donc d'un rapport de Jacques qui serait une sorte d'homme-enfant qui ne pense qu'à jouer et ressentir. Et en ce sens, je trouve que c'est un film assez universel, puisque la vie d'adulte contemporaine est plutôt frustrante et contraignante. D'ailleurs, plus que jamais, je pense. Donc les personnages comme ça qui sont bien rendus, dont on comprend bien leur désir d'évasion constant, leur désir de retrouver une sorte d'enfance, une sorte de pureté comme ça, originelle, et ça fonctionne très bien, ça parle à un très très large public. Ça explique aussi que le film est aussi bien marché, je pense. Et Jean-Marc Barr dans le rôle, il est juste parfait. Il est ailleurs constamment, et en plus il a le naturel de jouer ça. Je trouve que c'est un acteur qui a vraiment ce truc d'être ailleurs quand il est là. Alors maintenant, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais il avait même par exemple dans Breaking the Waves, il joue un second rôle, il a aussi ce truc d'être un peu ailleurs. Et ça se voit tout de suite. Du coup, c'est vraiment un très très bon casting. Alors pour la petite parenthèse, au départ, c'était Christophe Lambert qui devait faire le rôle, puisque Christophe Lambert et Besson avaient bossé ensemble sur Subway. Et Lambert a fait les tests de plongée, et puis il a chopé une otite, quoi. Et donc ils ont dû changer d'acteur, et puis bon, il a passé par plein de castings et tout, et puis avant d'arriver à Jean-Marc Barr. Mais je trouve que le choix de Christophe Lambert aurait été aussi intéressant, puisqu'il a aussi cette capacité à jouer quelqu'un qui est constamment ailleurs. Il avait ce truc dans le regard à un moment donné. Après, je trouve que c'est bien que ce n'ait pas été Lambert, parce que je trouve que Lambert, peut-être parce que j'ai vu trop de films de lui ensuite, je trouve qu'à un moment donné, il a le regard vide. Il n'est pas seulement pas là, il a le regard vide. Et je trouve que Jean-Marc Barr, il y a quelque chose qui s'y passe, c'est plus mystérieux.
il est ailleurs, clairement, il y a quelque chose de... Il est ailleurs, ça a l'air d'être agréable, entre guillemets. Mais il n'est pas vide, tandis que Christophe Lambert, au bout d'un moment, c'est devenu vide, son regard. Enfin bon, c'est peut-être ma sensation. Là, je délire un peu, comme d'habitude, mais je suis quand même content que c'était Jean-Marc Barr. D'ailleurs, par la suite, j'ai pu arrêter de voir Jean-Marc Barr dans ce rôle-là. Il a fait des films un peu plus hard-boiled, comme Sirène Rouge. Bah, quand je le vois à l'écran, je pense à Jacques Mayol. Voilà, personnage de ça, quoi. En plus, on voit qu'il a bien travaillé les films, puisque j'ai cru comprendre qu'il avait fait une plongée à 30 mètres, lui aussi, pour savoir ce que c'était. Donc, il a beaucoup travaillé la nage. Et ça passe très très bien dans le film. On dirait vraiment, il nage comme un poisson. Il a un rapport avec les dauphins qui est superbe. C'est impressionnant. C'est vraiment il a très très bien préparé ce rôle, très très bien joué ce rôle. C'est peut-être le grand rôle de sa vie, j'en sais rien. Même pour moi, c'est le cas. De mon point de vue, c'est le cas. Donc, les acteurs et l'écriture est très bonne. Et en plus, la mise en scène, je trouve qu'elle est toujours très efficace, quoi. Le film conforme bien ses figures de style à la narration. Il n'y a pas d'effet de style un peu lourdingue, histoire de montrer, vous savez, vous voyez, je vais faire un travelling, machin, truc, bla. Je trouve que c'est un... D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse faire cette critique-là à Besson aujourd'hui. C'est toujours un mec qui a beaucoup construit ses faits visuels autour de la narration dans les films, ce qui est une grande qualité, d'ailleurs. Il raconte vraiment par l'image. Et donc, dans Le Grand Bleu, par exemple, il y a quand Jacques essaie d'aller dans l'eau et que son oncle le retient parce que son père est en train de se noyer. Il y a Jacques qui s'agite au-dessus de l'eau en hurlant, il effleure l'eau, et dans la contre-plongée, on montre une image de son ombre qui est un peu abstraite comme ça, de lui. C'est une image forte parce que déjà, elle arrive grâce au son, il y a les cris de Jacques, puisqu'il est en train de hurler « Dali, Dali ». Donc ça reste très émotionnellement lisible grâce au son, tout en étant quelque part abstrait. C'est déjà, je trouve, une image froissée de l'ombre de Jacques par la mer. C'est comme si il s'unifie à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Et évidemment, il sera marqué à vie par ça, et la séquence est marquante. On notera aussi le très beau contre-champ sur ce gros plan du visage impuissant d'Enzo. C'est un plan qui devient de plus en plus serré, je crois qu'il part de là, à peu près plan épaule pour aller vers la tête, puis vers le visage, où il a les mains sur les tempes comme ça, il regarde à côté de ses grosses lunettes là. Et on voit qu'il est presque aussi choqué que Jacques. Je trouve que c'est une façon efficace de rendre encore plus empathique la séquence qui est déjà, je trouve, vraiment forte. C'est pas bouleversant, mais c'est assez horrible. Peut-être que je suis... Une petite parenthèse, c'est vrai que moi je suis très sensible à la noyade, c'est une forme de mort qui me fait flipper. Donc c'est possible aussi que j'accentue un peu cette séquence. Mais je trouve qu'elle est bien faite, je trouve qu'elle est efficace. Et encore en plus, la séquence insiste sur l'importance du son pour le reste du film, puisque on a ce fameux effet de la voix du père qui est dans le scaphandre, donc qui est étouffé quelque part, et qui se noie tout doucement, quoi, alors qu'il appelle Jacques. Enfin. Et je trouve que ça marque aussi auditivement ce que le film va être ensuite, une sorte de voyage dans quelque chose dans une sorte de caisson, quoi, dans une sorte de son, avec du son, on va dire, étouffé. J'ai une autre séquence en tête, c'est quand Johanna croise Jacques pour la première fois, donc en Amérique du Sud, là dans les montagnes. Il y a une sorte de ralenti quand elle le voit passer. Et c'est un ralenti qui a une double nature. Évidemment, c'est le coup de foudre de Johanna sur Jacques. Mais c'est aussi la concentration de Jacques avant d'aller plonger. C'est-à-dire qu'il y a un état second. Les personnages sont dans un état second dans les deux cas, mais de nature différente. Et c'est réuni par un seul et même, en quelque sorte, effet de ralenti. Je trouve que ça, c'est une très bonne méthode. Et c'est à étudier quand on veut faire des films et qu'on aime être un peu baroque et caser des effets comme ça. Un effet, c'est bon quand il a une double nature, qu'elle soit sensorielle ou symbolique ou visuelle, ou etc. Ça décuple, je pense, le plaisir du spectateur et son immersion. En tout cas, c'est ma sensation. Je trouve que ça, c'est un petit effet qui est très réussi. En plus, il y a la musique d'Eric Serra derrière, mais je reviendrai dessus après, avec un morceau qui a peut-être un peu vieilli, puisque c'est du saxophone, mais je trouve qu'avec du synthé, donc ça c'est daté un petit peu, mais je trouve que ça marche très très bien avec le personnage de Johanna, qui à ce moment-là est très naïve, et le personnage de Jacques. Bon, évidemment, il y a dans la mise en scène, il y a aussi les scènes dans et avec l'océan, qui sont généreuses, bien sûr, dans le film, même si globalement elles sont efficaces, et elles sont plutôt amenées pour l'histoire. Je trouve pas qu'il y ait d'ajouts ou de trucs que j'ai trouvé artificiels.
Le film dure quand même 2h47, je crois que la version longue dure 3h05, donc j'ai dû voir la version longue. Donc voilà, il y a quand même... Mais c'est quand même impressionnant de voir Jacques, donc Jean-Marc Barr, nager... parce que l'histoire l'a très très bien amené, notamment le moment où il va nager sous la glace. Il y a le professeur qui explique à Johanna pendant qu'il nage comment son cœur ralentit, ce qui rajoute au côté impressionnant des images sous la glace. C'est-à-dire que la narration rejoint bien l'image. C'est un peu plus artificiel, puisqu'on rajoute, tu vois, un mec nager sous la glace et on dit que en fait c'est Aquaman. Mais ça fonctionne, c'est bien amené. Il y a aussi bien sûr la première plongée en compétition au championnat du monde qui est très bien amenée. Le build-up est très efficace de la séquence, tous les éléments qui amènent. D'abord on a la rivalité entre Enzo et un Tahitien qui a battu son record du monde, qui est présenté pendant le brunch et tout ça. Ensuite on voit Enzo qui bat le record du monde. Ensuite on voit tous les autres qui échouent, ça donne lieu à une scène comique. Bon, j'en parlerai un peu après. Et puis enfin on a Jacques qui commence à plonger dans quelque chose de sérieux, quoi, avec un ralenti, de nouveau pour mimer sa concentration, mais qui met aussi en tout. On voit aussi tout le capharnaüm autour de lui, la mise en place de sa bulle, de son côté homme unique. Et puis on voit toute l'agitation, la préparation autour de lui, les gens qui vont le chronométrer, machin, qui vérifient comment il va. Élément qu'on voit aussi en subjectif. Ce qui rajoute à l'immersion encore, puisqu'on a le fait de ralenti plus l'effet de vue subjective, ajoute vraiment on rentre dans la bulle de quelqu'un qui est en train de se préparer à faire une plongée qui a ralenti son cœur, et donc le monde se ralentit avec. C'est très efficace. Et bien sûr la plongée avec son passage subjectif, ou alors le moment où on le voit de face et puis on voit la surface s'éloigner, ou alors on le voit descendre dans l'obscurité comme ça, insondable de la mer. On passe donc par des paliers visuels de plus en plus sombres, jusqu'évidemment plus profonds, pour rajouter encore une couche sur le fait que Jacques est vraiment exceptionnel. Il veut aller plus bas. Il y a le plongeur en grosse scaphandre qui lui dit non mais t'es fou, qui lui fait signe qu'il est fou, qui doit remonter. Il laisse sa bulle d'air qui est supposée le remonter pour en rajouter encore une couche, remonter sans lui. Finalement il remonte tranquille à la main en nage du dauphin, quoi, avec encore plus de relâchement, ce qui rajoute encore plus un côté extraordinaire au personnage. Et il triomphe à la fin, il remonte avec les dauphins qui sautent de joie, ce qui est à mon avis un tantinet lourd, et je pense que c'est lourd, c'était déjà lourd à l'époque, ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, les build-up fonctionnent plutôt bien dans le film. Ce qui est marrant, c'est que bizarrement, j'ai pas de souvenir de gros effets visuels du Grand Bleu. Bon, alors je l'ai maté il y a 2 semaines, donc là j'ai peut-être attendu un petit peu trop, mais j'ai vraiment plutôt ça, les liens de narration. Et là où je vois des effets de Besson, je trouve que c'est plutôt des choses qui sont pas toujours très fins et qui ont un petit peu vieilli, je pense. Qui sont devenus un peu pas terribles. Il y a une séquence au début, on voit Enzo faire un sauvetage et escroquer un gars, grosso modo, pour faire un sauvetage en apnée, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Bon, je pense pas que ce soit très drôle, ça explique un petit peu la nature de Enzo et de son frère, mais je la trouve pas indispensable. Surtout que c'est le rapport avec Jacques qui est intéressant dans le film entre eux, et qu'il a d'autres séquences où il est marrant avec son frère, bon bref, peu importe. Et puis il y a la fameuse séquence dont je parlais avant, où on voit tous les plongeurs des autres pays qui essaient de battre le record de Enzo, et qui, bon voilà, il y a un mec qui est joué par Luc Besson lui-même, qui revient avec les jambes en premier à la surface, le Tahitien qui remonte, à chaque fois qu'il y a un mec qui remonte et qui est en grosso modo en syncope parce qu'il a eu un accident, ce qui arrive régulièrement, ils appuient sur un gros bouton rouge, ça fait enfin bon voilà quoi, on a là une mise en scène plutôt comique qui marche plutôt bien, mais je suis pas fan, c'est pas hilarant non plus, c'est un petit peu gaguesque, je pense que ça a un peu mal vieilli et ça peut passer pour quelque chose un petit peu lourdingue maintenant, arrivé à notre époque, quoi. Donc c'est pas forcément grave, mais je pense que c'est pas transcendant. Alors après il y a toujours quelques effets qui sont saisissants qui me reviennent en tête, il y a un moment donné où Jacques a un rêve où il est englouti par la mer qui descend du plafond de sa chambre, il se réveille, il a le nez qui saigne et tout, c'est un effet qui est toujours très beau et assez angoissant à la fois, c'est plutôt réussi ça, je trouve.
Euh, mais ce que je pense vraiment, ce qui m'a plu, ce qui m'a impressionné, c'est qu'avec un scénario bien écrit, le film fonctionne bien et il est très efficace. Il est économe de ses effets, il les utilise au bon moment. J'ai pas senti les effets, j'ai pas trouvé que c'était lourd à cet endroit-là. Et ça, c'est fort. C'est vraiment, ça me rappelle, s'il en était besoin, à quel point Luc Besson est un putain de faiseur. Et que, bah oui, aujourd'hui, je retrouve pas cette finesse d'écriture et c'est vraiment dommage parce que le mec a du talent, quoi. Il sait raconter, quoi. Bref. Mais évidemment, personnellement, moi, ce qui me reste vraiment en tête quand je sors de ce film, c'est beaucoup plus, un peu les images, mais beaucoup la musique. Alors, et pourtant, je suis pas en train de dire qu'il y a un déséquilibre. Je trouve plutôt qu'il y a un alliage entre musique et image dans ce film qui est assez unique, quoi. Alors, ça a ses bons et ses mauvais côtés. D'un côté, ça a ses bons et ses mauvais côtés, la similarité entre l'image et entre la musique, excusez-moi, et les cris de dauphins. D'un côté, ça peut plaire et immerger parce que le bruit des dauphins sous l'eau, ça peut être très musical, avec un aspect onde méditative, écho comme ça, sur lequel la musique au synthé joue notamment, ce qui fait que ça devient vite très physique. Ça évoque le contact avec l'eau par le son, c'est un effet vraiment immersif, garanti, quoi. C'est très efficace. Et le film en joue très très bien, il en abuse même dans sa musique. Hein. Mais il y a aussi le pendant, c'est que c'est une traduction musicale assez naïve. Hein. C'est du genre, un film qui... Enfin, tu te demandes, tiens, sur un film sur la mer, ben tiens, je vais imiter le bruit de la mer et les dauphins. C'est pas très original, quoi. Faut être honnête. Du coup, ça peut paraître assez ridicule, voire niais. Je sais que ça a rebuté beaucoup de critiques à l'époque, à la sortie du film, qui trouvaient ça vraiment cucu. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça peut rebuter les gens. Le film commence, on a tout de suite un effet d'imitation de dauphin. Ça fait... Il y a des gens, ça les fait péter de rire. Tout de suite, le film, il est mort. Et je pense que c'est vraiment une limite du film d'une certaine manière. Mais de mon point de vue, c'est une des vraies qualités du Grand Bleu. Il a une musique unique et un alliage musique-image qui est unique. Depuis 20 ans, il n'y a aucun film qui a reproposé ce vocabulaire-là, qui a repris le risque, entre guillemets. Peut-être qu'il fallait la naïveté nécessaire pour le faire. Nonobstant, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Et peut-être que ça gêne encore, mais personnellement, je pense que ça fonctionne assez admirablement, notamment parce que le personnage a un côté autistique. Notamment le personnage principal, il a vraiment un côté autistique, il est enfermé là-dedans. Je vois Jacques considérer l'univers avec des sons comme ça. Et je trouve que c'est un des trucs que j'aime le plus. Jacques déteste pas la mère, hein, alors qu'elle lui a pris son père, et il pourrait, d'une certaine manière. Mais en fait, il la craint, et il veut, en quelque sorte, il veut pas rater ses messages. Il veut tout le temps y être, il veut tout le temps être immergé. Et je trouve que la musique du film a complètement compris ça par l'aspect sourd et tout en écho. On a l'impression, comme je disais avant, d'écouter la musique dans un caisson plein d'eau, quoi. Alors, à part peut-être la musique de fin du film, où ils ont mis des paroles. Quand tu mates le générique, tu fais pas trop grave, c'est pas grave. Mais c'est des paroles en anglais, certes. Mais c'est quand même des paroles, je trouve, assez naïves et qui sont un peu trop littérales par rapport au film. Après, bon, on n'est pas tous fans de la manière de chanter peut-être de Eric Serra. Moi, ça me pose pas problème. Mais je pense pas que ce soit le meilleur truc qu'ils aient fait de faire chanter les génériques de fin. Bon, peu importe. Et je trouve que là, dans le film, pour le coup, ça rajoute une couche sur le sens du film qui est pas nécessaire. Bon, je fais la parenthèse. En plus, concernant la musique, même si j'aime bien les travaux de Eric Serra et de Luc Besson ensemble, notamment j'aime bien Nikita, je trouve une musique qui me plaît beaucoup. Je pense quand même que le Grand Bleu, c'est beaucoup plus juste parce que la musique fait corps avec le personnage principal comme aucune de leurs autres collaborations, je trouve. On sent vraiment la vision déifiée que Jack a de la mer. Le côté elle prend, elle est très dangereuse, mais on doit quand même la vénérer et essayer de ne faire qu'un avec elle, quoi. Je trouve que la musique a ce côté absolu, naïf et absolu. C'est une sorte de déification de la mer, quoi. Enfin, je trouve.
petite parenthèse là concernant la musique. Pour info, il y a une version américaine du film où la musique avait été refaite, recomposée complètement par Bill Conti. Bill Conti, c'est notamment, j'ai regardé un peu, mais je crois que le seul fait d'armes vraiment connu qu'il ait fait, c'est de... Il a fait plein de zik, le gars, hein, mais c'est d'avoir fait la musique de Rocky, Gonna Fly Now. Et voilà. Et j'ai jamais vu cette version, mais franchement, ça me rend curieux. si je la vois, je ferai peut-être une coda à cet épisode, histoire de vous le dire, s'il y a un intérêt. Et en plus, ils ont fait aussi une fin alternative que j'ai retrouvée sur YouTube. Je vais vous la mettre dans les liens. J'en parlais peut-être un petit peu dans la partie spoiler. Voilà, j'en dis pas plus. Mais visiblement, il y a eu déjà... les Américains s'étaient fait le film un peu à leur sauce, donc je serais curieux de le voir à l'occasion. Avant de passer au bilan, je fais juste encore un petit big up à la photographie du film, qui est juste magnifique, hein, qui avait été assurée par Carlo Varini. Avec des nuances de bleu qui sont superbes, des images de mer splendides, enfin vraiment c'est... Waouh, il y a des grands plans avec le mec qui nage au milieu, des panoramiques comme ça sous l'eau aussi, on voit Jacques qui s'accroche à des dauphins, enfin c'est des plans très simples mais qui sont bien faits, qui sont beaux, avec une belle lumière comme ça, étouffée ou très éclairante en journée, enfin c'est vraiment un superbe travail. Assez impressionnant honnêtement, encore aujourd'hui on a rematé le film chez moi en DVD là, ça passe très très bien, vraiment. Peut-être que je vais me l'offrir en HD parce que c'est une vraie expérience ce film. Si je le vois en HD et que j'ai quelque chose à rajouter, évidemment je le ferai, comptez sur moi. Et ces images ont été possibles aussi parce que Luc Besson, il a une famille qui était beaucoup dans la plongée. Il aurait fait de la plongée s'il n'avait pas eu un accident, je crois, c'est un truc de ce genre là. Et du coup, son expérience a clairement aidé le film. Dans le domaine par exemple de la sécurité, il connaissait très très bien le domaine, il savait ce qu'il était possible de faire et dans quelles conditions le faire. Ça a l'air con, mais ça aide énormément quand on a un projet comme ça qui était vraiment unique à l'époque. Il y avait très peu de films qui avaient abordé la question de la plongée comme ça, et quand on veut être au cœur en plus du truc, il faut y avoir une expérience et un avantage en plus pour pouvoir le développer. Alors, le bilan, c'est que c'est un film que je trouve qui a plutôt bien vieilli, surtout dans sa qualité principale. C'est toujours un film, c'est toujours une immersion dans un fantasme de l'océan. Je trouve que ça marche toujours très bien. C'est un voyage initiatique et très poétique avant tout. Par contre, je dirais pas ce que disent certains, qu'il faut le voir avec des yeux d'enfant. Je pense plutôt qu'il faut le voir avec des yeux en quelque sorte autistiques, sans vouloir insulter les autistes. Jacques a vraiment une vision du monde qui est limitée. Alors volontairement oui, mais aussi maladie. Il y a des séquences dans le film, des séquences de rêve, cette fameuse séquence de rêve où il se réveille avec... Il a un pet au cerveau, peut-être, j'en sais rien, mais difficile à dire. Et puis, il y a un côté sixième sens, quoi. Il sent quand son père va mourir, il sent quand d'autres personnages vont avoir des problèmes, enfin, il a un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt des yeux autistiques. C'est pas seulement des yeux d'enfant, c'est pas seulement de la naïveté, c'est aussi un univers complètement dans une bulle, quoi. Et je pense qu'il faut accepter ça un peu pour apprécier ce film. Alors, avant de finir cette partie sans spoil, parce que je vais vous faire une toute petite partie spoiler après, les petites infos sympas, j'ai envie de dire. Sachez que le monde de l'apnée déteste plutôt globalement le Grand Bleu, notamment parce qu'il a beaucoup de clichés sur la plongée qui ont causé beaucoup d'accidents. En tout cas, c'est ce que les professionnels et les fédérations d'apnée reprochent à ce film. Alors, d'un côté, je comprends, j'entends ce qu'ils veulent dire, c'est toujours délicat quand un film a autant de succès et dit des bêtises sur une pratique. Nonobstant, depuis quand les films provoquent les accidents, quoi? C'est les gens qui se font des accidents. Un film, il peut mettre un peu l'étincelle et l'envie aux gens d'y aller. Si ensuite les gens y vont bêtement, c'est une autre question. En quelque sorte, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et de l'autre côté, il faut savoir que Jacques Mayol n'est pas très apprécié dans le milieu de l'apnée, notamment parce que il a une réputation d'être assez égocentrique, qu'il était assez égocentrique, assez imbu de lui-même. Il y a notamment une anecdote qui raconte qu'il est allé à un championnat du monde d'apnée et qu'il a commencé à dire aux gens que lui, il avait compris ce que c'était que l'apnée, et que mettre de la compétition là-dedans, c'était n'importe quoi. Enfin bon, il avait refroidi l'ambiance, quoi. Et du coup, on a inventé l'apnée de compétition, puis l'apnée, on va dire, de performance, enfin, pas de performance, mais de contemplation, pour bien séparer les choses et pour pas trop le froisser, puisque c'était un peu un porte-drapeau de l'apnée dans le monde entier.
Donc voilà, ça vous donne une échelle d'idée, quoi. Ce qui fait que déjà, le film, il est pas très aimé pour ce qui montre de l'apnée, mais en plus, il parle d'un mec qui est pas trop aimé dans le milieu de l'apnée. C'est aussi du coup pour ça que il y a une grosse réglementation actuelle autour de la plongée, et ça vient en partie à cause du film. Bon, c'est une anecdote, mais je trouve que c'est intéressant, hein. Ça parle un petit peu aussi de la manière dont Luc Besson crée ses films, quoi. Il fantasme beaucoup, il n'y a pas de limite à cet endroit-là. Je pense pas qu'il doit en avoir, hein. Mais des fois, on sent qu'il n'a pas toujours su anticiper ce qui arrive, ce qui est tout à fait compréhensible et qui peut arriver. J'espère que ça lui arrive moins maintenant avec les moyens qu'il a, hein. L'autre petite parenthèse, c'est que Enzo Molinari, donc le personnage interprété par Jean Reno, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais Jacques Mayol et Enzo Molinari existent vraiment et ont vraiment été en quelque sorte en compétition. Alors Enzo Molinari, il a été beaucoup plus en compétition avec un autre gars après, mais bon, je ferme la parenthèse. Le film datant de 88, c'était pas encore tout à fait ça, quoi. Donc Enzo Molinari, il a porté plainte contre le film à l'époque, quand on lui a dit que le film allait sortir, puisqu'on lui a pas du tout demandé son avis pour mettre son nom dans le film. Et quand il a vu le film, il était pas content, puisque voilà, il y avait des clichés sur lui, sur sa famille, sur sa mère, enfin voilà quoi. Et du coup, il a fait interdire le film en quelque sorte en Italie, jusqu'en 2004. Et oui, le film a été interdit 16 ans en Italie. Et en plus, il a été finalement diffusé dans une version où on a coupé les passages, notamment sur sa mère, hein, puisqu'on voit régulièrement des rapports avec sa mère un peu caricaturaux, elle le surveille pour qu'il mange pas des pâtes à l'extérieur. Enfin, vous voyez le genre, quoi. C'était vraiment pas très fin. Et donc la fameuse séquence où on voit Enzo escroquer plus ou moins un gars a été enlevée aussi. Comme c'est des séquences assez caricaturales, quelque part je me demande si le film il n'est pas meilleur. Je serais curieux de voir cette version, puisqu'elle est comment dire, expurgée de clichés sur l'Italie, que je trouve assez lourdingue pour le coup, et qui aide pas le film à bien vieillir, tout simplement, quoi. Je serais vraiment curieux de voir cette version italienne pour le coup. Bref. Je finis donc ma partie sans spoil en vous disant de voir ce film, en version longue évidemment, avec la musique d'Eric Serra, je pense que c'est mieux. C'est encore une belle expérience. Même si j'y apporte quelques petites nuances dans la partie spoiler, mais si vous avez jamais vu le film, allez le voir et vous reviendrez écouter ça une prochaine fois. Merci donc à vous qui m'avez écouté avant cette partie, spoiler. Il y a toujours la page Facebook, bien sûr, le YouTube, évidemment, si vous êtes là. Je devrais pas tarder à réussir à mettre les pistes sur SoundCloud, si un jour j'y arrive. Et le Twitter, évidemment, vous pouvez me suivre aussi. Merci à vous tous de votre écoute et à bientôt. Et on va tout de suite enchaîner. Je vais pas faire une partie spoiler différente avec les gens pour la partie spoiler. Attention, ça commence maintenant. Donc j'avais juste envie d'évoquer la fin du film, puisque beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si Jacques se suicidait à la fin. Alors, le film étant assez concret, évoquant les choses de manière assez frontale et expliquant les choses avec science, je pense qu'on peut dire que oui, il se suicide. Mais il y a quelques séquences dans le film, comme je le disais avant, qui mettent un doute là-dessus. Il y a notamment la séquence du rêve, où il voit le plafond descendre sur lui, où là, le nez qui saigne. Déjà, ça se rajoute un côté un petit peu mystique. Pas mystique, mais... j'ai oublié comment on dit ça. Merde. Qui relève du rêve, onirique, au film. Et le film joue un peu de cet onirisme de temps à autre. Sachant qu'en plus, les capacités de Jacques... Le film a été écrit de 80, je crois que c'est 86 à 87. En 88, ses capacités, elles étaient absurdes. Puisque dans le film, on dit qu'il descend à 120 mètres, alors que le record du monde à ce moment-là était de 105 mètres, celui qui avait mis en place Mayol. Au moment où le film est sorti, Molinari l'avait battu d'ailleurs, je crois. Et donc à l'époque, c'était des capacités de ouf de descendre à 120 mètres. C'était irréaliste. Pour comparer, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié le nom du gars qui a le record, mais le record il est de 204 mètres. Hein, en plongée non limite. Donc voilà, autant vous dire qu'on est... là, dans le Grand Bleu, ça aurait été des extraterrestres. En plus, Jacques entend la mer, c'est-à-dire que, vous avez vu dans le film, il prévient son père, il lui dit écoute, tu devrais pas aller dans la mer aujourd'hui, il y va, il meurt. Il sent que Enzo devrait pas plonger, il n'arrive pas à lui dire, mais il le sent, il sait que ça va mal se passer, évidemment ça se passe mal, Enzo meurt. Il y a une petite pointe de science-fiction là-dedans, sans en rajouter. Il y a quelque chose qui dit que Jacques est quelque part prêt pour quelque chose qui va peut-être au-delà de notre compréhension. C'est pas une sorte de suicide en soi.
Euh, et je pense que la fin du film joue un peu de cette dimension-là, il me semble. Il se suicide ou il atteint un état autre. Alors, qu'est-ce quoi, divin, céleste, ésotérique, je sais pas, mais il y a quelque chose comment dire, de l'au-delà, mais pas de l'au-delà, du au-delà de nous, vous voyez ce que je veux dire, je parle pas forcément de la mort, quoi. Il y a une forme de transcendance, voilà, il me semble, dans la fin du film. En tout cas, il y a aussi ça, je trouve. Et ce qui m'amène à penser ça aussi, c'est que bon, j'ai découvert, en cherchant pour ce film, hein, rien d'extraordinaire, je suis allé sur Wikipédia, de petites pages comme ça, des petits trucs, hein, que Besson a raconté que sa fille, qu'il avait à l'époque, Juliette, avec Anne Parillaud, était très malade quand il faisait Le Grand Bleu, et qu'ils ont dû faire une opération au final très très dangereuse, qui risquait d'être mortelle, au moment où il présentait le film à Cannes, quoi. Donc on peut imaginer que pendant tout le tournage, le montage et tout ça, ça a dû être très stressant. Et je trouve ça assez étrange qu'un père qui est confronté comme ça à la maladie de sa fille, donc qui vit la parentalité dans sa partie la plus noire, la plus dure, quoi. Il écrit un personnage qui va être futur papa, donc Jacques, et qui fuit le poids, la peur de la parentalité quelque part. Puisqu'il fuit la discussion, il n'en parle jamais avec Johanna directement. Dès qu'elle évoque la question, l'idée même d'être parent et d'être en quelque sorte pris par ça, il la rejette, quoi. Et en plus, pour un absolu inconnu et probablement mortel. Je trouve vraiment qu'il y a là une image de la fuite vers une sorte de félicité, mais que cette félicité, elle est forcément égoïste, quelque part. Alors après, c'est ce que je disais avant, peut-être divine ou céleste, hein, ça dépend comment on le voit, hein, parce qu'il y a des gens qui voient vraiment de l'ésotérisme dans le film. Donc si c'est divin, il y a quelque chose de juste, hein, religieusement, c'est-à-dire que tu te donnes à ton Dieu, tu te donnes à ta déité. Ce que je veux dire, c'est que c'est une fin très complexe, en fait. Elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Les gens reçoivent souvent le film en se disant « il est mort ». Alors oui, le film a la finesse de rester ambigu. Par exemple, il y a la musique qui se joue à la fin, c'est la même musique qu'on a à chaque fois quand il est dans la mer, mais là qui a pris un ton qui est à la frontière entre l'enjoué et le triste, notamment en utilisant le même air, mais en faisant des légères cordes de pincée de guitare. C'est un petit côté pizzicato, mais très léger, très doux. Et ça donne au film beaucoup de profondeur dans sa fin, et je trouve une vraie résistance au temps. C'est joyeux ou c'est triste à la fin. C'est très complexe, hein, parce que finalement ils retrouvent le dauphin en bas, ils partent ensemble. Et donc les gens partent systématiquement sur l'idée, ils font 200 mètres et ils meurent. Et je trouve que c'est pas ce que dit le film à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose comment dire, du fuir pour... C'est d'aller vraiment jusqu'au bout de quelque chose qui serait réellement transcendant envers et contre tout. C'est absurde. On est d'accord, c'est absurde. Mais de très très grandes découvertes se sont faites en courant après des choses très absurdes à la base. Des sensations très absurdes. Donc je pense pas que ce soit une idée stupide. Et ça donne vraiment au film une grande profondeur dans sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce départ? Il part, oui, il meurt, il veut mourir. Il a tellement peur d'être parent, il veut tellement vivre avec les dauphins qu'il préfère claquer sous l'eau. C'est une vision de la chose. Mais il me semble que la musique, qui est donc très très présente et qui à mon avis est vraiment une grille de lecture très fort du personnage de Jacques, ne dit pas ça. J'ai pas de réponse toute faite. Je trouve que c'est complexe et c'est ce qui fait que c'est un putain de film en fait. En plus, il y a l'autre question que je me pose aussi en ayant revu le film, c'est est-ce que Enzo est suicidaire? Parce qu'il sait que Jacques est meilleur que lui. Il le sait. Il le sent, mais il va le chercher, il le provoque, il va absolument le combattre, le défier dans ce fameux concours. Quitte pardon, excusez-moi. Quitte à en mourir. En fait, je pense que mon point de vue, c'est qu'il le défie pour qu'il ait une bonne raison de rester au fond. Et il lui dit, quand Jacques leur montre, il lui dit voilà, t'as raison, on est bien mieux au fond. Il y a quelque chose tu m'aideras à me tuer, tu m'aideras à le faire. Et on sent que quand Jacques lui dit je vais te battre, si on fait la compète, je vais te battre, quelque part Jacques sent qu'il y a quelque chose qui est anguille sous roche. Enzo, c'est comme si Enzo il voulait pas spécialement gagner.
Il veut une bonne raison d'arrêter tout ça, d'arrêter la comédie d'une certaine manière. Et je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Une fois qu'on dit ça, le personnage est beaucoup plus lisible et beaucoup plus cohérent. Et j'ai un autre élément aussi que je trouve vraiment très fort et très beau dans le film, c'est la... Il y a des gens qui se posaient la question, mais pour moi, Jacques, il aime Johanna. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça arrive à la fin. Et au moment où on se dit, bon, il va partir, boum, tant pis, quoi, il ne veut pas lui répondre. Il lui met la fameuse ficelle là dans la main, la fameuse ligne qui fait, quand tu en tires dessus, le contrepoids part et on descend dans l'eau pour faire la plongée. Et il lui donne le choix à elle, il lui met en main. Il lui dit, vas-y, tire, laisse-moi descendre. Et là, Johanna, elle est mature, mais alors au possible, quoi. Parce que elle le laisse partir plutôt que de le forcer à une paternité qui lui est visiblement étrangère. Jacques est un peu minable, hein, on est d'accord, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais Johanna, c'est aussi le laisser aller, parce que quelque part, elle s'est aussi un peu menti sur ce qu'était Jacques. Enzo le lui a dit, hein, il est ailleurs, ce mec. On peut pas aimer ce mec, on peut pas construire avec ce mec, il lui dit. Du coup, la fin est souvent vue comme pessimiste. Déjà, comme je l'ai dit avant, ça me paraît plus compliqué. Mais du point de vue du personnage féminin, donc de Johanna, elle est passée par un amour enfantin. Hein, c'est-à-dire au début, quand elle est là avec son diagramme de battement de cœur de Jacques, et elle aime juste ça. Il y a un vraiment côté ado. Et je suis plus amoureux de la photo du garçon qui me fait rêver, ou du chanteur qui me plaît. Vous voyez le genre, quoi. Ensuite, elle passe au côté adolescent, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment passer à l'acte et franchir le Rubicon. Donc elle lâche tout pour aller avec lui et vivre vraiment avec lui. Et puis ensuite, il y a le côté adulte qui arrive, quoi, où elle veut être parent. Et là, elle franchit vraiment le cap de maturité maximale, du moins d'une certaine manière, dans une relation de couple. Elle veut être parent, ok. Elle l'assume, elle le sait. Mais elle veut l'être avec quelqu'un qui le veut vraiment, quoi. C'est plus fort qu'un... Alors on va me dire, je veux pas qu'on me dise que je mets du féminisme là où il n'y en a pas, parce que je parle pas de féminisme. Je trouve pas que c'est féminisme, c'est de l'humanisme d'une très très grande force, ça. C'est simple, c'est rare les personnes qui sont prêtes et capables d'accepter l'autre comme non prêt ou simplement pas compatible à la vie parentale après conception. Et donc à assumer complètement la séparation. C'est vraiment rare. Parce que, et c'est compréhensible, hein, assumer seul, déjà, ça fait peur, ce qui est tout à fait juste. Mais je trouve que c'est encore plus juste d'être seul, en tant que parent même, qu'avec une personne insatisfaite ou coupée en deux. Et Jacques, il est clairement que la plongée dans le film. Il n'a pas d'autre nature. Et c'est vraiment une des choses que je trouve magnifiques du film, c'est ça. C'est ça, à un moment donné, cette... Johanna, c'est le personnage qui devient formidable à la fin. Elle a la force de lui dire, vas-y, va voir mon amour. Elle le prévient, elle lui dit, il n'y a rien en bas, c'est froid. J'existe, elle lui hurle dessus. Je sais qu'il y a Durandal qui a fait une vidéo, notamment sur Luc Besson, où il se fout de sa gueule en disant, vu comme elle gueule, tu m'étonnes qu'il s'est barré. Mais à un moment donné, elle est face à un autiste, quoi. Le mec lui répond jamais. Dès qu'elle aborde des questions qui sont importantes. Et elle a fait un sacrifice énorme pour lui. Elle a plaqué toute sa vie pour lui. Donc elle s'est aveuglée, certes, mais elle a fait plus que jouer le jeu. Elle est là. Comme personne n'a jamais été là avec Jacques. Donc tu m'étonnes qu'elle pète les plombs à un moment donné, c'est quand même compréhensible. Et à la fin, elle fait preuve d'une maturité énorme. Connaissant à quel point, quand on hurle comme ça, on est quelque part brisé. Et elle lui dit avant, j'existe. Elle lui hurle dessus qu'elle existe. Et il l'entend pas. Et elle lui dit aussi, notre enfant existe. Et il l'entend toujours pas. Donc il y a, je veux dire, arriver à ce point-là, et là, je trouve beaucoup de force de l'envoyer. Alors d'un côté, je viens de réaliser qu'on peut peut-être imaginer qu'elle le tue. Puisqu'elle dit, quitte, puisque t'es à la masse à ce point-là, mon amour, vas-y, dégage. Mais je pense pas qu'elle le fasse dans ce sens-là. Elle est vraiment très amoureuse de lui. Plus éperdument, comme à un certain moment du film, mais très amoureuse de lui. C'est donc un geste d'une grande force, d'une grande profondeur. On peut aimer quelqu'un et concevoir que c'est pas possible en tant que parent. Et le film raconte ça très 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 bien. Enfin bref, je trouve que c'est un film très complexe, quoi. Ça m'a fait plaisir de le revoir et de le réaliser à ce point-là. Et pour
parenthèse sur Luc Besson, c'est quand même dommage qu'il ait écrit comme ça, des films comme ça à un moment donné, et qu'il ait plus envie de le faire maintenant. Je trouve ces derniers films que j'ai pu voir trop simplistes. C'est dommage, parce qu'il a clairement un talent de raconteur et ses scénarios sont pas à la hauteur. Alors bon, c'est mon impression. Je vais m'arrêter là parce que c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il a fait Le Grand Bleu et c'est un putain de film. Et je parlerai d'autres films de lui à l'occasion, ça c'est quasiment acquis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de À voir. Il était beaucoup plus long que ce que je pensais, j'espère pas avoir dit trop de bêtises. En tout cas, merci de votre écoute. Bien sûr, n'oubliez pas la page Facebook. Si vous voulez liker les vidéos, si vous voulez commenter, ça m'intéresse beaucoup. Votre point de vue, évidemment. Apprenez-moi des choses, n'hésitez pas. Corrigez-moi ma face si c'est nécessaire. Facebook, Twitter en dessous. Et la critique de Durandal que je vais vous mettre en lien. Et puis la fin alternative aussi que je vais vous mettre dedans. Et peut-être d'autres trucs, peut-être que je mettrai la musique d'Eric Serra, que je trouve toujours très sympa à écouter, je trouve. Enfin bref. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt les amis. Salut.